Delmas Marty, je vous laisse la parole. Merci pour cette invitation. Vous avez choisi vraiment le jour. On ne l'a pas fait exprès, on l'a choisi ensemble. Oui, c'est vrai. Et voilà, c'est comme ça. Donc c'est à la fois plus facile et plus difficile. C'est plus facile parce qu'on commence à mettre des réalités concrètes derrière des mots, comme état d'urgence, état d'exception. C'est plus seulement des mots qu'on lit dans les manuels, mais c'est une réalité. En même temps, c'est difficile, on n'a pas beaucoup de distance par rapport à ça. Alors peut-être pour prendre un petit peu de distance, puisque vous avez commencé en parlant des migrations et des réfugiés, peut-être qu'il n'est pas inutile de situer notre propos un peu au-delà de la question du terrorisme, pour dire qu'à l'heure actuelle, il me semble que les sociétés démocratiques sont ébranlées fortement par toute une série d'ouragans. Alors, sur 25 ans, si on récapitule, on a eu l'ouragan de la fin de la guerre froide avec l'ouverture des frontières et la mondialisation économique et financière qui a quand même entraîné beaucoup de conséquences, y compris à travers les effets sur les marchés, par exemple du coton en Afrique, les effets sur les migrations, déjà. Et puis surtout, ça a déclenché le caractère pratiquement systémique des crises financières comme celle qu'on connaît presque en continu depuis 2008. Alors il y a eu ces premiers ouragans, je dirais, à la fin du siècle dernier. Et puis on a eu un deuxième ouragan avec les attentats du 11 septembre 2001. Mais dans l'intervalle, ce qui est peut-être un des éléments de la déstabilisation de nos sociétés, ça a été la révolution numérique. On a eu la révolution mondialisation économique et financière, on a eu la révolution numérique qui donne des moyens, y compris pour des phénomènes comme le terrorisme. Ce qui fait que quand on réfléchit sur un des problèmes, immédiatement, il faut garder à l'esprit le panorama général. C'est-à-dire qu'il y a une déstabilisation de l'ensemble des États, y compris les États de droit. Alors cela étant, à l'heure actuelle, où en sommes-nous en termes d'état d'urgence? Je vais peut-être rappeler un peu ce qui s'est passé en France depuis pratiquement depuis 2001. Au départ, nous sommes attachés à l'état de droit, et je dirais d'emblée, l'état de droit, ce n'est pas un état impuissant. Ça, c'est une idée fausse qu'il faut combattre. L'état de droit, ce n'est pas un état impuissant. Au contraire, je dirais que c'est un état qui évite le règne de la peur, qui infantilise les citoyens. Donc c'est un état qui gouverne par les lois et par le droit, qui fonde sur la règle de droit l'usage de la force. Alors l'état de droit, il encadre la force de deux manières. Il y a un cadre institutionnel, en gros, autour de la séparation des pouvoirs ou de l'existence de contre-pouvoirs. Et puis il y a un cadre substantiel, c'est la garantie des droits de l'homme, la garantie des droits fondamentaux. Et dès l'article 2 de la Déclaration française de 1789, on a la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. C'est-à-dire que dans le même article, on a l'idée de sûreté et l'idée de liberté. Mais le mot sûreté, ce n'est pas le mot sécurité. Le mot sûreté, en réalité, il est plus ambivalent que la sécurité. La sécurité, c'est la sécurité des personnes et des biens, et à l'heure actuelle, on nous dit la sécurité première des libertés, ce qui peut être un peu discutable et discuté, mais on y viendra tout à l'heure. La sûreté, c'est ambivalent, c'est à la fois la protection contre l'arbitraire du pouvoir et la protection donc la protection du citoyen contre l'arbitraire du pouvoir et la protection entre citoyens en cas d'agression quelconque. Alors, ça c'est le schéma de l'état de droit. Mais l'état de droit, c'est le Conseil d'État qui vous appelle. Pas encore. C'est François. Je vais l'éteindre. Bon, l'état de droit n'est pas un état qui renonce à ce que les traditionnels d'appeler la raison d'État. C'est un état qui argumente la raison d'État, ce qui n'est pas la même chose. Autrement dit, l'état de droit n'exclut pas qu'il y ait des exceptions aux libertés, n'exclut pas qu'il y ait des restrictions à un certain nombre de droits fondamentaux. Les exceptions aux libertés, ça commence avec la garde à vue, la prison, les exceptions pénales, qui sont
permanente. Il y a des restrictions, par exemple, restrictions à la vie privée par les interceptions de sécurité, les écoutes téléphoniques, les restrictions à la liberté d'expression également. Donc c'est un État qui admet la raison d'État, mais qui raisonne la raison d'État, qui pose des règles, qui pose un cadre. Les exceptions sont limitatives, les restrictions doivent être proportionnées au but que l'on veut atteindre. Ça, c'est au fond le point de départ. Alors, face à certains événements comme les actions terroristes actuelles, il y a une tendance à dire mais l'état de droit n'est pas suffisamment efficace, donc il faut prendre des mesures plus répressives. Et là, je dirais qu'il y a deux manières de mettre en cause ou de fragiliser l'état de droit. C'est le dédoublement, le détournement, c'est-à-dire qu'on ne change pas le droit existant, mais on crée une sorte de droit parallèle. Le droit qu'on peut appeler droit d'exception, même s'il ne se fonde pas sur le concept d'état d'exception, c'est un droit parallèle. C'est ce que nous connaissons en matière de terrorisme depuis des années. Pratiquement, on a un droit du terrorisme qui s'est construit en France à partir des attentats de l'année 1987, mais qui s'est surtout durci par un effet très net, il suffit de regarder la chronologie des lois, après le 11 septembre 2001. C'est un peu ce que je dis dans le livre, ça a été le point de départ de ce livre, l'impression que les attentats du 11 septembre avaient créé une sorte de grande bifurcation pour les sociétés démocratiques ou pas, mais y compris les États démocratiques, une sorte de libération du tabou, on ne touche pas à l'état de droit. Et à partir de là, on a eu une accumulation de textes. Alors dès le mois de novembre 2001, à l'époque c'était d'ailleurs une majorité de gauche, qui a voté une loi durcissant les réponses au terrorisme, dès le mois de novembre 2001, alors que nous n'étions pas attaqués directement, bien sûr. Au mois de mars, une deuxième loi, et puis ensuite il y a eu le changement de majorité de 2002, et on a continué avec les lois Perben, dans un domaine différent mais voisin, la loi sur l'internement de sécurité, de sûreté en 2008. Et puis ensuite, il y a eu les attentats Mera, et là, de nouveau, j'insiste là-dessus parce que, vous voyez, on empile les textes. Alors après l'affaire Mera à Toulouse, on a eu une loi en 2012 qui en même temps a créé un code de la sécurité intérieure et qui a créé du point de vue du terrorisme un concept nouveau à l'époque qui était l'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste, qui permet de remonter plus haut que la tentative, à l'acte préparatoire. Et puis ça a continué, on a eu une loi de 2013 sur la programmation militaire qui contenait des dispositions déjà à propos du renseignement, facilitant, disons, en gros, les opérations de renseignement. Et puis en novembre 2014, une loi renforçant la lutte contre le terrorisme, notamment en prévoyant, alors on avait l'association de malfaiteurs, mais d'après la jurisprudence, il faut au moins 2 personnes pour faire une association de malfaiteurs. Là, on a inventé l'entreprise individuelle en vue de commettre un acte terroriste. Mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise individuelle comme il y a une seule personne? Ça veut dire qu'il faut aller rechercher quelle est l'intention. C'est-à-dire c'est une sorte d'incrimination de l'intention qui remonte très très loin dans le chemin qui conduit ensuite à l'acte proprement parlé. Et puis ça a continué. Alors là, nous sommes en novembre 2014. L'année 2015, vous la connaissez bien, on vient de la vivre tous ensemble. L'année 2015, il y a les attentats Charlie en janvier. Et là, ça provoque l'adoption d'une nouvelle loi, dite loi renseignement, qui a fait l'objet à l'époque de pas mal de critiques. La loi renseignement, au fond, elle établit au niveau de la police et du renseignement ce que les lois antiterroristes précédentes avaient créé au point de vue de la justice. Elle établit une sorte de principe d'anticipation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que l'acte soit commis, mais il ne suffit pas non plus de prévenir, il faut arriver à prédire. Et on arrive dans l'idée d'une justice prédictive, on vous arrête parce que vous risquez d'eux, et d'une police préventive. Alors la police préventive, ça va très loin, puisqu'avec les nouvelles technologies, c'est pourquoi
j'insiste sur l'importance de la révolution numérique dans toute cette affaire. Avec les nouvelles technologies, on a ces banques de données massives qui permettent ensuite, grâce à ce qui pour moi est très mystérieux, des algorithmes de prédiction, de faire des profilages et donc de déterminer des suspects. Alors ce qui est en plus inquiétant avec cette loi, c'est qu'elle prévoit la possibilité, ou en tout cas elle n'empêche pas la pratique, de communication de ces données massives à d'autres pays, qui eux-mêmes ont leurs propres algorithmes et peuvent faire leur propre profilage et leur propre liste de suspects. Donc il y a une sorte de basculement, mais qui est lent et qui n'est pas très visible parce que ça se fait par empilement des textes. Alors en revanche, qu'est-ce qui se passe avec les attentats du mois de novembre? Il y a une sorte d'accélération, à la fois parce qu'il y a une nouvelle loi antiterroriste qui nous est annoncée pour le mois prochain, avec de nouveau à la fois la bascule vers les pouvoirs de police et le recul, la marginalisation du contrôle par le juge judiciaire, mais il y a en même temps une nouveauté, le recours, la déclaration d'état d'urgence, le recours à l'état d'urgence. Alors, on n'abandonne pas la première dérive, le dédoublement de l'état de droit, mais on ajoute la suspension de l'état de droit. Vous voyez, la différence est importante. L'état d'urgence, on suspend l'état de droit, c'est-à-dire qu'on permet des dérogations. Et si on se retourne, si on regarde quel est le cadre juridique de la Convention européenne des droits de l'homme, elle n'interdit pas l'état d'urgence, elle n'emploie pas l'expression. Mais elle admet, c'est l'article 15 de la Convention, elle admet que lorsqu'il y a une menace pour la vie de la nation, un État peut déroger aux droits fondamentaux. Elle admet en même temps sous réserve d'une limite. Et j'y reviendrai si on parle de la constitutionnalisation, parce que c'est une limite importante qu'il faudrait, si on fait un texte constitutionnel intégré à la Constitution, ce sont les droits indérogeables. Même en cas d'urgence, même en cas de terrorisme, même en cas de guerre, un État n'est jamais admis à utiliser des traitements inhumains ou dégradants ou utiliser la torture. C'est un butoir absolu qui est posé chez nous par le droit européen et qui n'a pas son équivalent pour les États-Unis. Par exemple, quand ils ont utilisé la torture après le Patriot Act, il n'y a d'ailleurs pas eu de position de la Cour suprême sur ce point, et de toute façon, il n'y a pas de ratification de texte international de la part des États-Unis sur ce point. Donc, on a utilisé l'état d'urgence dans un contexte qui est assez particulier, puisque, en fait, je pense qu'au lendemain des attentats du 13 novembre, vous l'avez dit tout à l'heure, le gouvernement devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas simplement annoncer une nouvelle loi, c'est vrai qu'il devait faire quelque chose. Alors il avait le choix entre, dans la Constitution, il y a l'article 16 qui permet le transfert au président de la République de pouvoirs extrêmement larges, puisqu'il est habilité à prendre les mesures exigées par les circonstances. Mais les conditions sont restrictives. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu. On n'était manifestement pas dans ce cas-là et le président de la République a donc eu raison, à mon sens, de choisir de faire appel simplement à la loi de 1955 qui avait créé l'état d'urgence. Vous vous souvenez peut-être, ou vous connaissez peut-être le contexte, c'était la guerre d'Algérie. Et donc c'était un contexte politique très particulier. Ensuite, cette loi de 1955, on ne savait pas si elle avait été abrogée tacitement par la Constitution qui a suivi, 1958. On n'était pas sûr que la loi soit toujours en vigueur. Et elle a été testée, si on ose dire, avec les événements de Nouvelle-Calédonie. Et là, le Conseil constitutionnel a dit qu'effectivement, elle était toujours en vigueur. Il n'y avait pas de contradiction entre la loi de 1955 et la Constitution de 1958. Alors, elle a été appliquée encore une fois, c'était donc la troisième, au moment des émeutes dans les banlieues en 2005. Mais là, elle n'a pas été prorogée, elle a été appliquée pour une période très courte. Alors, le scénario que nous connaissons depuis peu de temps, c'est donc la déclaration d'état d'urgence au mois de novembre, tout de suite après, je crois que c'est le 16, dans la réunion du Congrès à Versailles, et ensuite, très vite, la volonté d'élargir la loi, donc on adopte une loi qui donne des définitions un petit peu plus larges,
qui est la loi du 21 novembre. Alors cette loi, elle a un aspect positif, très important pour la suite, c'est qu'elle reconnaît au Parlement un pouvoir de contrôle pendant la durée de l'état d'urgence. Ce qui fait qu'immédiatement, la commission des lois à l'Assemblée nationale, la commission des lois au Sénat ont créé des groupes pour exercer ce droit de contrôle et on commence à avoir les retours. Il y a déjà des documents qui ont été publiés par la commission des lois de l'Assemblée nationale, d'ailleurs par celui qui présidait la commission des lois et qui est devenu le ministre de la Justice, M. Urvoat. Donc là, il y a un peu plus de transparence qui est créée, sinon les conditions de l'urgence sont les mêmes qu'avec la loi de 1955. Donc on a un système d'urgence qui n'est pas prévu par le Conseil, par la Constitution, mais qui est utilisé avec une sorte de caution du Conseil constitutionnel qui remonte assez loin. Alors le problème actuel, il est double en réalité. Le problème, il est apparemment de savoir s'il faut constitutionnaliser ou pas l'état d'urgence. Mais je dirais que c'est peut-être pas le point le plus important, parce que constitutionnaliser l'état d'urgence, on ne peut pas dire on est pour ou on est contre. Ça dépend ce qu'on met dans cette Constitution, et ça dépend dans quelles conditions on adopte cette Constitution. Ce que je dirais d'emblée, c'est qu'on ne change pas la Constitution dans l'urgence. On ne fait pas entrer l'état d'urgence dans la Constitution pendant qu'il y a une situation d'urgence. Ça demande la préparation. Changer la Constitution, ça demande un travail préparatoire. Donc, moi, je ne suis pas hostile à l'idée qu'on constitutionnalise l'état d'urgence, mais à une première condition, que ce ne soit pas dans la précipitation. Et la deuxième condition qui me paraît importante, c'est savoir ce qu'on met dans ce dispositif constitutionnel. S'il s'agit simplement de consacrer ce qui est déjà dans une loi dont on nous a déjà dit qu'elle était conforme à la Constitution, je ne vois pas tellement l'intérêt. S'il s'agit d'élargir le texte, notamment en y ajoutant des dispositions comme la déchéance de la nationalité, je suis déjà beaucoup plus réservée. En revanche, s'il s'agit d'augmenter les garanties, s'il s'agit de dire, par exemple, il y a un principe de proportionnalité, il y a un principe butoir, il y a des droits indérogeables, même en cas d'état d'urgence, on ne peut pas y déroger. S'il s'agit de renforcer les garanties, alors oui, que les garanties soient renforcées au niveau constitutionnel, ce serait une bonne chose. Mais je crois que derrière le débat actuel, il y a surtout la question qui était soulevée dans ce recours que le Conseil d'État en référé liberté vient de rejeter, qui est la question de savoir si on doit proroger l'état d'urgence. Moi, la crainte que j'ai, c'est qu'avec l'état d'urgence, il soit extrêmement difficile de mettre fin à l'état d'urgence. Pourquoi? D'abord, on a l'expérience américaine qui n'est pas très encourageante, c'est qu'on n'a pas fermé Guantanamo, alors qu'on a changé de président de la République et que le président Obama avait annoncé qu'il fermerait Guantanamo. On n'a toujours pas fermé Guantanamo. Le Patriot Act a été restreint, mais il n'a pas disparu, et ça date de 2001, donc ça fait 15 ans. J'aurais envie de dire, il faut être clair, si on doit attendre que les réseaux terroristes soient hors d'état de nuire, la formule que j'ai entendue plusieurs fois, pour sortir de l'état d'urgence, en réalité, l'état d'urgence est appelé à devenir permanent. Parce que la menace n'est évidemment pas près de disparaître. Il est peu probable, sauf un miracle, que des mesures purement nationales puissent être efficaces face à un phénomène qui est à l'évidence devenu un phénomène global. Et là, je voudrais vous donner quelques indications chiffrées, puisque vous savez que ce que l'on combat à l'heure actuelle, je ne tranche pas la question guerre ou pas guerre, on en parlera peut-être dans la discussion, ce qu'on appelle les combattants terroristes étrangers. Alors, les Américains avaient inventé le concept de ennemi combattant illégal. Les terroristes, c'était des ennemis combattants illégaux. Alors, dire que ce sont des ennemis, ça permet de ne pas leur appliquer le droit pénal interne. Dire qu'ils sont illégaux, ça permet de ne pas appliquer le droit de la guerre. Donc, de ne pas les traiter comme des prisonniers de guerre. Ils échappent aux garanties du droit pénal parce que ce sont des ennemis, ce ne sont pas des criminels ordinaires, ce sont des ennemis.
Mais ce sont des ennemis illégaux, donc ils n'ont pas non plus les garanties des prisonniers de guerre, par exemple. Ce sont des hors-la-loi. Alors, chez nous, c'est un petit peu différent. Le concept, ce sont les combattants terroristes étrangers. Alors, il y a eu une réunion au mois de mai dernier, on en a assez peu parlé dans la presse. Il y a eu une réunion des ministres de l'Intérieur, l'ensemble de la communauté mondiale, à l'ONU, organisée à l'ONU. Et cette réunion entière était consacrée aux combattants terroristes étrangers. Alors, on a une définition déjà de ces combattants. Ce sont des individus qui se rendent dans un autre État que leur État de résidence ou de nationalité afin de commettre, organiser ou préparer des actes terroristes, ou participer à ces actes, ou recevoir un entraînement au terrorisme. Et ces ennemis, ces combattants terroristes étrangers, ils sont recrutés par des entités comme l'État islamique ou des filiales de l'État islamique. Alors à l'heure actuelle, il faut savoir qu'ils sont évalués à environ 25 000. Il y aurait 25 000 combattants terroristes étrangers venant de plus de 100 pays. Vous voyez à quel point le phénomène dépasse complètement la dimension nationale. Plus de 100 pays, plus de 25 000. Et pour la plupart, ils se rendent dans les mêmes pays, c'est-à-dire la Syrie, l'Irak et peut-être la Libye. Alors selon Interpol, c'est un deuxième chiffre qui est intéressant aussi, parce qu'il a à voir avec la question de savoir quand se terminera l'état d'urgence. Le deuxième chiffre, c'est que sur les 25 000, on aurait identifié à l'heure actuelle environ 4 000 de ces combattants terroristes étrangers. Alors si on ajoute à ça que le nombre ne cesse d'augmenter, ceux qui rejoignent cette catégorie particulière, on voit bien que le concept d'état d'urgence comme suspension de l'état de droit est inadapté à la question du terrorisme. Et j'en veux pour preuve un article qui a été, vous l'avez sans doute vu il y a quelques jours, qui a été publié par le général De Villiers, qui est le chef d'état-major aux armées, qui a déjà un titre intéressant, un militaire qui parle « Gagner la guerre ne suffit pas à gagner la paix ». Donc déjà, première incitation à la prudence. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il dit d'emblée « le combat sera long ». C'est la force légitime qui fait reculer la violence, mais cette force doit s'inscrire dans une stratégie globale et dans la longue durée. Donc, il annonce lui-même que ce sera long, et en même temps, il s'inquiète parce qu'il dit « le temps s'accélère. Sous la pression de l'information instantanée et continue, cette accélération impose à notre société, de façon quasi irrationnelle, de réagir dans l'urgence. » Donc, il y a une sorte de contradiction entre le temps long, la force a besoin de temps pour produire ses effets, mais en même temps, il y a une pression pour adopter des mesures immédiates, pour adopter des mesures... Alors, c'est ce qu'il appelle la tyrannie d'urgence. Il faut éviter de subir la tyrannie d'urgence. Alors, ça me paraît un élément très intéressant. Alors, du coup, on peut voir d'un autre œil la façon dont le gouvernement avait rédigé le projet de texte constitutionnel qui a été soumis au Conseil d'État et qui a été amendé après la saisine du Conseil d'État. En fait, le gouvernement était certainement conscient de cette difficulté et il avait prévu 2 cas de figure. En cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, l'état d'urgence. Mais si le péril n'est plus imminent, mais qu'il subsiste un risque d'attentat ou d'acte de terrorisme, alors il y avait un régime de protection, de prolongation temporaire, une sorte de régime intermédiaire entre l'état d'urgence et l'état normal, le retour à la normale. Et ça, le Conseil d'État a censuré, enfin a donné un avis négatif, en disant que s'il y avait lieu de garder les mesures, de proroger les mesures, il fallait simplement proroger l'état d'urgence existant. Il refusait l'idée de créer un état intermédiaire. Mais il ajoutait une petite phrase un peu inquiétante en disant « si la menace qui est à l'origine de l'état d'urgence devenait permanente, alors c'est à des instruments de lutte permanents qu'il faudrait recourir en leur donnant si besoin est un fondement constitutionnel durable. » Autrement dit, un changement plus profond du régime juridique pénal, c'est-à-dire en réalité du régime politique. Donc c'est vrai que ce petit passage passé inaperçu dans l'avis du 11 décembre du Conseil d'État peut sembler inquiétant parce que, alors qu'est-ce qui nous reste comme pare-feu?
par rapport à cet émiettement progressif de l'état de droit. Si on ne veut pas basculer dans ce que vous avez évoqué tout à l'heure en parlant d'un état de la peur. Et c'est vrai que l'état de la peur, vous l'avez dit très bien, c'est un état qui gouverne par la peur, qui au lieu de protéger les citoyens de la peur, se sert un peu de la peur, en fait un outil de communication, un outil de gouvernement. Et là, sur cet état de la peur, j'ai relu il n'y a pas longtemps un texte classique de Tocqueville, quand Tocqueville essayait d'imaginer ce que serait le despotisme dans une démocratie. Et il faisait un tableau, au fond, d'une sorte de despotisme doux et mou, qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut craindre de voir s'instaurer, pas seulement en France, mais à l'échelle d'un certain nombre de démocraties, à commencer par l'Europe. Il disait c'est un despotisme plus étendu et plus doux qui dégraderait les hommes sans les tourmenter, couvrant la société d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, comme celles auxquelles on obéit quand on veut entrer dans un lieu public depuis l'état d'urgence. Il tendrait à fixer les humains dans l'enfance et à réduire chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger. On peut se demander si ce n'est pas vers là qu'on se dirige, parce qu'effectivement, il y a ces sondages, les gens ont peur et demandent à être protégés. Alors, que répondre? J'ai été frappée hier, on avait une rencontre à l'Assemblée nationale avec un certain nombre de députés. Il y a une dame qui a posé la question, a dit, écoutez, moi, je n'ai pas envie de voter pour le renouvellement de l'état d'urgence, mais qu'est-ce que je vais dire à mes électeurs? Qu'est-ce que je dois, comment expliquer mon vote à mes électeurs? Et je pense que c'était une très bonne question. Alors, comment expliquer les choses? Je crois que ce que je lui ai dit, ce qu'on est plusieurs à lui avoir dit, la première chose, c'est de répondre que l'état de droit n'est pas un état impuissant, que l'état de droit a des moyens. Et que ce qu'il faut, c'est faire une évaluation des moyens. Est-ce qu'on a vraiment utilisé tous les moyens dont on disposait, notamment cette loi renseignement ou la loi de novembre? Est-ce que ce qui est en train de se faire sur l'état d'urgence, qui est un bilan par une commission d'enquête pratiquement parlementaire, est-ce que ce n'est pas ça qu'il faudrait faire systématiquement, avoir un bilan d'efficacité de ce qui a déjà été fait, et peut-être qu'avant d'adopter d'autres mesures aussi risquées que l'état d'urgence, avoir un bilan clair sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alors ce bilan, on l'a justement pour l'état d'urgence, et ce n'est pas très très convaincant. Le bilan qu'on a pu faire à propos de l'état d'urgence qu'a fait l'Assemblée nationale, ça montre qu'en réalité, sur 13 mesures qui étaient prévues dans le texte, il y en a 3 seulement qui ont été utilisées, la perquisition, l'assignation à résidence et certaines fermetures. Comment? De mosquées. Oui, certaines fermetures, mais de lieux. Et alors surtout, ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces mesures ont été utilisées dans la première semaine, avec un effet de surprise qui paraissait clair, et un peu dans la deuxième semaine, et ensuite ça s'est effrité. Et au bout du compte, il y a eu très très peu de qualifications terroristes, c'est-à-dire qu'on a découvert un certain nombre de délits ou de crimes autres, mais en matière de terrorisme, il y a eu finalement 3 cas, et encore ce ne sont pas des attaques terroristes, ce sont des cas de type association en vue d'eux. Donc, en termes d'efficacité, je crois que c'est ça la réponse que l'on peut faire. Avant d'utiliser l'arme lourde, essayons de voir si on a bien utilisé les armes existantes. Et ça, je crois que c'est un des points importants en démocratie, c'est qu'il y ait plus de transparence. Alors, il y a des textes, en principe, qui imposent des études d'impact et des suivis des lois, mais qui sont plus ou moins appliqués. Et sur cette cascade de lois, cet empilement de lois antiterroristes que j'ai énumérées, on n'a pas d'évaluation véritable. Alors, l'autre réponse, mais celle-là, elle est plus difficile à faire dans le climat actuel, c'est de dire, de toute façon, on arrivera vraiment à traiter ce problème du terrorisme global comme d'autres problèmes globaux, comme le dérèglement climatique ou le problème humanitaire des migrations, qu'en ayant, je ne dirais pas un gouvernement du monde, ça pourrait être dangereux aussi d'une certaine manière,
mais une gouvernance mondiale, c'est-à-dire arriver à organiser les réponses de façon rationnelle et coordonnée à l'échelle mondiale. Autrement dit, ce dont on aurait besoin, c'est d'une sorte d'état de droit à l'échelle mondiale, sans pour autant créer un état mondial. Mais faire, par exemple, alors cet après-midi, j'avais une discussion sur France Culture avec le juge américain de la Cour suprême, Stéphane Breyer, qui est venu pour la nuit, comment ça s'appelle déjà, la nuit des idées qui a lieu en ce moment. Et on parlait de cela, et il me disait qu'effectivement, la mondialisation est quelque chose dont il faut tenir compte. Et déjà, il évoquait comme quelque chose de positif, et je crois qu'il a raison, cette espèce de dialogue des juges qui s'est instauré entre les juges des différentes cours suprêmes. Donc il peut y avoir progressivement une montée en puissance d'une sorte d'état de droit avec des composantes venant des États-nations, mais aussi avec la participation des citoyens. Et là, s'il y a une petite lueur d'espérance dans une période qui me paraît assez obscure à l'heure actuelle, ce début d'année 2016, je dirais que c'est peut-être ce qui s'est passé à la COP21 sur le dérèglement climatique. Parce que là, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Pas si sûr. Parce que c'est comme le terrorisme, c'est un problème mondial qui ne sera pas résolu par un État seul, si puissant soit-il. Les États-Unis seuls, si puissants soient-ils, n'ont pas résolu le problème du terrorisme. Même chose pour le changement climatique. Alors ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu peut-être pour la première fois la mise en place de ce qui pourrait devenir les composantes d'une gouvernance, je ne parlerai pas d'un gouvernement, mais d'une gouvernance mondiale. Le point de départ, c'est le même. Nous sommes tous interdépendants. Il y a un constat d'interdépendance, que ce soit pour le climat ou pour le terrorisme ou pour les migrations. Personne ne peut résoudre seul la question. Donc un constat d'interdépendance. Cette interdépendance, elle est subie comme un peu une calamité. Il faut en faire quelque chose de positif. Et il faut en faire en fait un principe de solidarité planétaire. Alors, on en est très loin, vous allez me dire, ça c'est de l'angélisme. C'est tout de même ce qui a été affirmé, ne serait-ce que pour un temps court, par les 195 États qui étaient d'accord, qui avaient un consensus pour lutter ensemble contre le réchauffement climatique, pour fixer un calendrier, pour fixer des types de mesures. C'était très complexe, c'est très fragile, mais ça a été mis en place. Et derrière le principe de solidarité, il devrait y avoir, et ça, c'est la réflexion qui a commencé autour de la COP21, un principe de co-responsabilité à l'échelle planétaire de ceux qui disposent d'un pouvoir global. Alors c'est qui ? Ce sont les États, mais pas seulement les États. On a commencé à discuter, ce n'était pas dans l'accord de Paris, mais c'était en filigrane dans les conférences qui ont accompagné celle du mois de décembre. On commence à discuter de la responsabilité des entreprises transnationales. Et elles peuvent être concernées aussi dans la lutte contre le terrorisme, des deux côtés d'ailleurs. Donc une co-responsabilité des États, des acteurs globaux, puissants, que sont les entreprises, éventuellement, s'agissant du climat, des acteurs scientifiques, le rôle des experts très important en la matière, et puis, je dirais, la participation des citoyens. Et je crois que ce qui a été déterminant dans le succès relatif, et le pari n'est pas gagné, mais ils ont relevé le défi qui était déjà difficile à relever. Alors, ce qui a été une des causes, c'est la mobilisation spectaculaire quand même de la société civile, y compris des églises, le pape et tous les représentants des différents courants religieux, une mobilisation des acteurs économiques, des scientifiques, des citoyens, organisés ou non organisés, les ONG ou les individus. Et là, je crois que ça peut paraître, encore une fois, un peu lointain et angélique, mais je crois qu'il faut commencer à ouvrir ce chantier-là, parce que quoi qu'on fasse, sinon au niveau national, on risque d'être débordé par toutes ces données que j'ai évoquées. Donc voilà une introduction qui est peut-être plus longue que prévu, pardonnez-moi. C'est très bien, au si contraire. vous attendiez quelque chose de court, c'est raté. Oui. Mais finalement, voyez...